On n'a quand même pas eu l'avance sur recette du CNC et on n'a quand même pas eu image de la diversité. Donc moi, voilà, je suis une réalisatrice noire, je fais un film sur l'adoption internationale où quasiment l'intégralité du casting sont des personnes racisées, etc., originaires d'autres pays. Donc si moi, je suis pas image de la diversité, je ne sais pas qui est image de la diversité dans ce pays. Production. All I have for you is a word. Nage droit devant toi, nage droit devant toi. Pourquoi refuse-t-elle d'être peinte? Ça va être très difficile. I love you, Joe. Tiens, c'est marrant, on me le dit souvent. I'm deadly serious. Harry Potter is dead! Bienvenue dans la saison 2 de Clapement 5 pour tout connaître du cinéma, de son actualité, avec des interviews, des débats et des jeux. Je m'appelle Aurélien Rapatel et j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode enregistré depuis The House of Running à Paris. Aujourd'hui, nous recevons une invitée qui a réalisé le documentaire Ouvrir la voie en 2017 et elle revient aujourd'hui au cinéma avec un documentaire sur l'adoption internationale intitulé Une histoire à soi qui est déjà en ce moment, aujourd'hui même au cinéma. Merci Amandine Gay d'avoir accepté notre invitation. Merci de me recevoir. Ça nous fait très plaisir, je vais te présenter les clapeuses qui vont t'accompagner aujourd'hui. Tout d'abord, nous retrouvons notre clapeuse productrice qui, tel le parrain, quand elle vous fait une offre, il ne faut pas la refuser, c'est Elsa Morel. Non, la famille. La imitation vraiment parfaite. Parfaite. Et avec elle une clapeuse journaliste qui est un peu notre Erin Brockovich à nous. Elle ne laissera jamais rien passer, et surtout pas les fake news. Gare à Donald Trump, c'est Julia Solans. Je suis intransigeante. Ah voilà, tout doit être parfaitement calculé, quoi. Est-ce que tout le monde va bien? Ça va bien. Ça va et toi? la forme? Très bien, merci. Amandine, je vais commencer en te posant une première question, qui est un peu la question que je pose d'habitude aux invités, mais qui est intéressante. Justement, comment est venue ta volonté, ta passion du cinéma? Ton envie d'en faire, en tout cas? Ça a commencé avec le goût d'en regarder. Donc c'est vrai que moi j'ai toujours adoré la télé, le cinéma, etc. Et donc c'est vrai que j'ai commencé par regarder beaucoup de films. Alors quand j'étais petite, c'était plus compliqué parce que j'avais pas vraiment le droit de regarder la télé comme je voulais, sans vouloir accuser personne qui serait dans ce studio à écouter cette entrevue. Mais effectivement, voilà, je pense qu'il y avait aussi un petit côté un peu d'interdit, c'est-à-dire qu'il fallait aller se coucher, il y avait l'école, etc. Et donc moi je me rappelle, il y avait genre le dimanche cinéma sur TF1 quand j'étais petite, et puis j'essayais de regarder quand même le début des films de fiction derrière la bibliothèque, et ça ne fonctionnait jamais. Mais en tout cas voilà, il y avait vraiment ce côté ça m'intéresse, et après je dirais même que parfois c'est embarrassant parce que moi je suis très sensible à l'audiovisuel, au cinéma. Donc même quand le film est mauvais, je peux pleurer. Ah d'accord. Et donc du coup parfois je suis là et je me dis, pourtant je le sais, je le vois, je me dis c'est n'importe quoi et tout, puis je vais quand même pleurer. Donc du coup j'aimais beaucoup regarder des films. Donc j'ai d'abord fait un conservatoire d'arrondissement en comédienne en fait pour jouer. Je pense que ça me semblait plus accessible. C'est un peu moi je sais pas voilà ce que racontent d'autres réalisatrices, mais souvent ce que j'entends là chez des collègues femmes, c'est que on a du mal à s'imaginer réalisatrice. Donc on commence par le scénario pour celles qui vont direct dans la fiction, voilà, où on commence par le jeu, etc. Et moi j'ai choisi plutôt de me dire voilà, je vais être interprète. Et puis c'est vrai que l'école c'était vraiment super, on était très libre. Je pouvais vraiment aborder n'importe quel type de rôle, et puis très vite du coup j'ai eu un agent, et là j'ai commencé à auditionner pour des programmes de fiction ou du théâtre, et là c'était extrêmement stéréotypé. Et c'est-à-dire qu'à chaque fois, si c'était un rôle de femme noire, elle était travailleuse du sexe, droguée, migrante sans papier, etc. Donc bon, c'est aussi une réalité qui existe pour les femmes noires, mais il n'y a pas que ça, quoi. Et du coup, moi, j'étais un peu frustrée, et donc je me suis d'abord fâchée avec mon agent en lui disant arrête de m'envoyer des castings de noirs. Et là, elle m'a dit, mais Amandine, j'envoie toujours ton profil quand il y a écrit on recherche jeune femme 18-25 ans, mais on me répond que si le rôle c'est pour une personne noire. Et si le rôle c'est pour une personne noire, c'est le genre de rôle que je vous ai décrit. Donc du coup là, je me suis dit bon, ok, donc ça marche pas comédienne, et donc là j'ai commencé à écrire des programmes courts de fiction. Et là, je me suis rendu compte aussi qu'il suffit pas d'écrire de la fiction, il faut aussi arriver à convaincre les producteurs, productrices que voilà, la vision du monde qu'on propose, elle est contemporaine, elle va plaire aussi au public. Et donc ce qui se passait, c'est que j'avais écrit un programme court où je représentais la vie de 5 femmes à Paris, et une de ces 5 femmes était une femme noire, lesbienne et sommelière. Et c'était un rôle que j'avais écrit pour moi, parce que moi j'avais en plus été manager de bar à vin, je m'identifie comme pansexuelle, et on me disait non mais ces filles-là, elles n'existent pas en France, tu regardes trop de séries anglo-saxonnes, etc. Et donc il fallait que je change ce personnage. Et là je me dis j'essaie d'écrire un personnage qui est pas stéréotypé, en tout cas
qui me fait penser à moi. Et là aussi, on me dit que c'est pas possible. Et donc, du coup, c'est comme ça que je suis arrivée au documentaire et donc à ouvrir la voie en me disant, je vais faire d'une pierre deux coups, c'est-à-dire que j'ai les moyens de faire un film en autoproduction à la maison. Donc, ça me permet d'avoir quand même quelque chose de concret et pas juste des projets qui se concrétisent pas. Et puis, de l'autre côté, je vais représenter les femmes noires telles que je les connais. Ouais. Et donc, c'est ce qui a donné Ouvrir la voie. Ouvrir la voie. Et oui, on ressent bien justement aussi ta passion et ton envie de faire passer un message politique, notamment dans ton nouveau film documentaire, Une histoire à soi, qui raconte l'histoire de 5 personnes qui ont été adoptées quasiment à la naissance dans des familles françaises. Ils ont un point commun, appartenir à un pays différent, le Brésil, le Sri Lanka, le Rwanda, la Corée du Sud et l'Australie, si je ne me trompe pas. Parfait. Carton plein. Yes. C'est bon, on a passé. Et le tout sous forme de témoignages, en images avec des vidéos d'archives et voilà, surtout des images aussi un peu sous forme de diaporama pour montrer la difficulté identitaire d'appartenir à un pays qui n'est pas son pays de naissance et de s'y sentir aussi pleinement intégré. Et tu as un petit peu changé de format par rapport à Ouvrir la voie, justement, comme tu le disais, où là, tu présentais 24 femmes noires issues de l'histoire coloniale européenne, en Afrique et aux Antilles, où leur visage était à découvert cette fois-ci. Et là, pourquoi avoir fait le choix de laisser la place à la voix et non à l'image ? L'idée, c'était vraiment d'explorer une forme à fond. Donc, le premier film est en lien avec ce qu'on veut dire dans le film. Donc, c'est vrai que le premier film, c'est la question de la réappropriation de la narration par les femmes noires, révéler des groupes qui ont été jusqu'ici peu représentés ou mal représentés à mon goût. Donc, c'est sûr qu'on met les visages au centre et on choisit le film de tête parlante en se disant, c'est le genre qui fait vraiment miroir à la question de la réappropriation de la narration. Quand je commence à me dire, je veux faire un film sur l'adoption, je me dis, qu'est-ce qu'il y a qui est au centre de la vie des personnes adoptées, ou en tout cas de beaucoup de personnes adoptées, c'est la question des archives, la question de l'accès aux traces de notre passé, l'accès à nos dossiers d'adoption, etc. Et du coup, je me dis, là, la bonne forme pour raconter l'histoire, c'est le film d'archives. Et donc, puisqu'on a le film d'archives, on va pousser cette forme à bout. Et donc, souvent, dans le film d'archives, on va dire, il y a un petit peu des scories, des passages obligés, surtout sur le film archive télé, qui est une voix off didactique écrite en amont, donc on t'explique le sujet, l'adoption internationale, à quelle époque ça commence, etc., etc. Ensuite, il y a des témoins qui vont effectivement parler face caméra. Et ensuite, il y a des archives, mais qui ont plutôt un statut illustratif. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de me dire, mais est-ce qu'on ne peut pas prendre les archives vraiment comme une matière aussi ? Et donc, dans le film, les archives, elles ne sont pas nécessairement là pour illustrer le propos. Elles offrent aussi parfois un décalage poétique. C'est autre chose. C'est l'image qu'on prend et on la prend en elle-même aussi. Donc, on traite par exemple les images fixes d'une façon assez différente, c'est-à-dire qu'on choisit de très peu les animer. Souvent, en documentaire, on a peur que le public s'ennuie, que le public zappe, surtout si c'est à la télé. Et donc, du coup, les images fixes, on se dit, il faut les animer parce que c'est un film, ça doit être de l'image mouvante. Et donc, du coup, il y a des travelling avant, des travelling arrière, des bancs titres, ça va de gauche à droite, de droite à gauche, etc. Et là, l'idée, c'est de se dire, en fait, on est en train de rentrer dans l'intimité de la vie de quelqu'un. On a accès à ses albums photos de famille. Quand la photo de famille arrive à l'écran, on la laisse 17 secondes. Et on la laisse 17 secondes parce qu'en fait, quand vous regardez la photo, le cadre est toujours un peu bizarre. Il y a les tapisseries qui sont méga kitsch. Et puis, en fait, il y a une tante qui fait la gueule dans le coin, etc. Et du coup, moi, j'aime bien cette idée qu'on puisse vraiment se balader. Et donc, c'est vrai que c'est un film où l'audio ressort beaucoup aussi parce qu'on a commencé le montage par l'audio. Il fallait qu'on s'assure qu'on pouvait réduire la vie de nos participantes à 15-20 minutes pour aussi faire un film plus court que le premier, ce qui avait été demandé de façon très importante par les gens avec qui on travaille. Et donc, pour faire un film assez court, il fallait 15-20 minutes par participante, mais réduire des entretiens où les gens vous racontent leur vie pendant 2 à 4 heures à 15-20 minutes et rester dans une sincérité, dans une justesse par rapport à ce qu'ils vous ont dit, c'est pas nécessairement évident. Et donc on voulait d'abord s'assurer que ça fonctionnait. Et donc c'est vrai qu'on a fait des pré-montages audio pour 11 personnes avec qui on pensait qu'on allait avancer sur le film et qu'on pouvait les garder. Et contrairement au premier film, comme là, effectivement, on demandait aux gens de plus s'engager personnellement, parce qu'encore une fois, c'est pas que eux et elles, c'est leur famille aussi. Les archives familiales, ça veut dire que tout le monde apparaît, quoi. Effectivement, les frères, les sœurs, les oncles, les tantes, etc. Et donc, du coup, on leur a fait écouter les pré-montages audio avant de faire le deuxième enregistrement
pour être sûr qu'on avait vraiment bien compris leur vie, qu'elles se sentaient bien représentées dans ce qu'on avait choisi. Et donc c'est vrai que je pense, là on a déjà fait quelques projections débat et cette question de l'audio revient beaucoup. Les gens de radio sont très fixés sur cette dimension-là dans le film. Et on a même eu un spectateur qui nous disait, voilà, moi je suis aveugle, mais j'adore quand même venir au cinéma. Et du coup j'ai beaucoup aimé votre film parce qu'on rentre vraiment dans l'histoire par l'audio. Donc voilà, je suis contente que tu aies remarqué ça. Que ça fonctionne, Elsa. Mais justement, du coup, t'expliquais qu'il y avait eu un énorme travail d'archives. Est-ce que tu t'es laissé porter par les archives que les témoins t'ont données, ou bien tu savais un peu précisément ce que tu voulais, par exemple dire je veux ça de votre enfance ou des choses comme ça? Non, on s'est complètement laissé porter déjà parce qu'il fallait quand même un volume d'archives assez monstrueux. Donc en fait, la sélection, elle s'est faite vraiment au fur et à mesure. Nous, on a plutôt été dans, au contraire, la démarche inverse qui était, voilà, parfois les gens n'ont pas envie de vous donner les photos de quand ils sont ados, les VHS, de la communion, là par exemple. Céline arrête pas de nous chambrer là-dessus. On a fait des projections débat où les participantes du film sont présentes. Ouais. Et donc voilà, elle a dit à plusieurs reprises, je remercie Amandine et Enrico d'avoir choisi les vidéos de ma communion. Donc du coup, il y a un peu ce côté-là. C'est sûr que les personnes, on leur a quand même demandé s'il y avait des choses qu'elles voulaient vraiment pas qu'on montre. Donc il y a eu quelques photos ou séquences vidéo qui ont été expurgées, quoi. Mais sinon, il nous fallait quand même beaucoup de matière parce que justement, quand je disais qu'on a choisi aussi de pas faire un montage illustratif une pomme, ça rend l'entreprise assez périlleuse. C'est-à-dire que là, on est vraiment au montage image par image. Et donc, il faut tester, voilà. Donc, on a dû se plonger dans les disques durs, les albums photos de famille, etc. Certaines choses étaient des évidences et je pense plus aux archives institutionnelles. Donc, le film, il a aussi un dialogue entre les archives de nos participantes et puis le discours télévisuel sur l'adoption depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et là, effectivement, il y a eu des moments, donc on a aussi regardé des heures d'archives vidéo de l'INA, etc., avant de trouver les extraits qui nous parlaient. Mais c'est sûr que, par exemple, l'extrait d'Orphan Anne, donc cette petite fille chinoise qui est ramenée aux États-Unis par un GI au sortir donc, de la guerre... la guerre civile chinoise, et qui est donc aussi une vidéo de propagande, parce qu'à cette époque, l'adoption internationale est beaucoup utilisée pour montrer qu'on sauve les enfants du péril communiste, etc. Et là, c'est sûr que quand on a vu cette archive et que dans l'archive, on voit cet enfant qui est complètement tétanisé, avec un accueil d'une reine qui lui est réservée aux États-Unis, mais elle comprend pas ce qui se passe, etc. Elle, on l'a vu, cette vidéo, on s'est dit, mais ça, c'est sûr que ce sera dans le Final Cut, quoi. Donc voilà, parfois, il y avait des séquences où on se disait, ça, soit c'est tellement beau. L'album de famille de Joey, par exemple, où c'est vraiment ces photos ambiance années 70, 80, c'est tellement iconique. C'est aussi un film qui a un côté nostalgique vis-à-vis de l'argentique. Parce que voilà, ce que je dis souvent, le même film dans 20 ans, ça va être avec les archives qui sont en train de se constituer aujourd'hui, et donc ça va être très différent, quoi. Ça va être les vidéos YouTube, les téléphones portables, etc. Donc voilà, ça a été un gros travail en entonnoir pour arriver à faire coïncider ce qui se dit, parce que parfois aussi vous avez envie de faire coïncider la parole et l'image. C'est sûr que nous, quand on a Mathieu qui nous parle de son rapport au dessin, qui dit que quand il est arrivé en France, il s'est mis à beaucoup dessiner, et qu'on a la VHS de lui en train de dessiner petit, là on fait un montage illustratif parce qu'effectivement on avait envie de le montrer comme ça. Donc voilà, toutes ces décisions-là, elles se prennent vraiment à chaque séquence, quoi. Il y a une tranche d'âge d'ailleurs pour les participants, ils ont à peu près tous le même âge. Est-ce que c'était aussi pour avoir des archives qui étaient à peu près les mêmes, ou c'était pas un choix lié à ça? Alors en fait, dans le film, les participants ont entre 25 et 53 ans. Ah oui, ça va jusqu'à 53, d'accord. Ça va jusqu'à 53. Anne-Charlotte, c'est la plus âgée. D'accord. Et moi, j'aurais même aimé qu'on ait des personnes encore plus âgées, parce que l'idée, c'était plutôt d'offrir un panel d'expériences de personnes adoptées adultes et de montrer ce que c'est qu'être adopté et jeune adulte, adopté et jeunes parents, ou adopté et parents qui pourraient presque être grands-parents. Et donc, du coup, par contre, là où il y a une homogénéité, c'est que c'est effectivement un film sur une époque de l'adoption internationale. En France, l'adoption internationale, ça explose à partir des années 70 jusqu'aux années 2000. Et puis, depuis les années 2000, on est plutôt sur une diminution constante. Et donc, c'est vrai que la masse critique de personnes qui ont été adoptées à cette époque sont effectivement de la génération qui a autour de la trente-quarantaine. Et donc, effectivement, avoir des gens dans le film qui ont entre 25 et 53 ans, ça raconte ce moment de l'histoire de l'adoption internationale. Et ça s'explique comment, le fait que ça ralentisse depuis les années 2000? C'est lié à la politique qui a changé, ou c'est les personnes qui... Non, c'est lié à la politique. En fait, la première grosse régulation internationale de l'adoption internationale, c'est 1993. C'est la Convention de La Haye. Et c'est la première loi
en tout cas sa première convention qui établit des règles dans l'adoption internationale pour les pays de départ et les pays d'arrivée de l'adoption. Et donc à partir de là, comme les pays de départ aussi ont obligation de prouver que l'adoption internationale c'est vraiment le dernier recours et qu'ils n'ont pas donc de services sociaux locaux, d'adoption locale, etc., ça diminue le nombre d'enfants disponibles aussi dans les pays de départ. Et donc c'est pour ça que à partir des années 2000, parce qu'en fait la CLH 93 est signée en 93, mais elle est ratifiée par la France en 98 par exemple. Et elle crée des nouvelles institutions, donc le temps que ça se mette en place, mais à partir des années 2000, effectivement, ça diminue. D'accord, ok. Elsa. Il y a quelque chose qui est intéressant dans ton documentaire qui est abordé, c'est le concept du parent sauveur. Et je voulais savoir si cette notion était accentuée par le fait que souvent, avec l'adoption internationale, les enfants venaient de pays plus du sud, enfin donc plus pauvres entre guillemets, et les parents venaient des pays du nord. Et est-ce que ce concept du coup est accentué à cause de ça, tu penses ? Oui, c'est tout à fait ça. Et d'ailleurs, c'est aussi une des raisons pour lesquelles on a centré le film sur l'adoption internationale. Alors qu'on aurait aussi pu... Moi, je suis née sous X, par exemple. Donc, on aurait pu parler des différents types d'adoption qui existent en France. Mais c'est vrai que pour faire un film politique sur l'adoption, ça me semblait plus simple de l'aborder au travers uniquement de l'adoption internationale parce que s'y jouent effectivement les rapports de classe. Parce que ce qu'on oublie souvent, c'est que c'est quand même généralement des enfants de milieux défavorisés qui sont adoptés dans des familles de classe moyenne supérieure. On a les rapports nord-sud, parce que voilà, effectivement, il y a très peu d'enfants suédois adoptés en Éthiopie. En fait, il n'y en a pas. Et donc, en fait, ces trajets d'enfants, ils sont pas, c'est pas le hasard, quoi. Les enfants, ils vont effectivement des pays les plus pauvres vers les pays moins pauvres. Ils vont des pays du sud ou des pays de l'Est vers les pays du nord global. Et donc ça m'intéresse parce que ça révèle des inégalités géopolitiques. Ça révèle des inégalités économiques. Ça révèle aussi même des questions qui relèvent plutôt du patriarcat. Comme on le voit dans le film, la Corée du Sud, c'est pas du tout un pays pauvre aujourd'hui. Mais ça reste un pays d'où partent des enfants pour l'adoption internationale. Et donc quand Joey explique qu'aujourd'hui les adoptés adultes se mobilisent en soutien des mères célibataires en Corée du Sud pour essayer justement d'enrayer l'adoption internationale, là aussi c'est une dimension politique. Dans ce cadre très précis, les enfants sont rendus disponibles parce que la Corée du Sud est un pays où on stigmatise encore énormément les mères célibataires, où elles reçoivent très peu d'aide sociale, etc. Et donc d'une certaine façon, quand elles sont vraiment précaires, isolées, en grande vulnérabilité, elles se séparent de leurs enfants. Mais si l'État coréen voulait les soutenir, elles ne se sépareraient pas de leurs enfants. Donc voilà, ça pour moi c'est quelques exemples de comment on peut montrer à quel point ces enjeux-là sont politiques. Julia. Et justement, tu viens de le dire que toi, tu étais née sous X en France. Alors du coup, là où c'est différent, c'est que toi, c'était en France et pas dans un pays étranger. Mais j'aimerais savoir comment tu as fait pour prendre tes distances avec tes émotions personnelles et pas te laisser submerger pendant la réalisation de ton film documentaire. Alors je pense qu'il faut accepter quand on fait des films qui ont une dimension autobiographique qu'à un moment ou à un autre on va être submergé et que ça fait partie du processus créatif. Là j'en parlais il n'y a pas très longtemps avec une amie qui est écrivaine parce que là j'ai aussi écrit un livre pour la première fois et je trouvais que c'était vraiment très très dur parce qu'on est très seul. Le cinéma ça a quand même cette qualité que c'est quand même un art collectif. Et donc même si on est seul dans l'écriture, etc., mais je veux dire on n'est pas seul quand on fait les entretiens. Moi je travaille avec Enrico Bartolucci depuis le premier film, donc nous on a l'habitude de conduire les entretiens à deux, de pouvoir tout le temps être dans un brainstorming constant, etc. Le montage, c'est pareil. C'est lui qui monte, mais je suis là aussi, donc on parle, etc. Donc ça permet déjà un peu de relativiser. Mais il y a toujours un moment où quand vous travaillez d'une certaine façon aussi sur vous, bien sûr ça va faire écho. Ce que j'ai trouvé le plus dur pour ce film-là, c'est effectivement la phase des enregistrements. Donc nous, on a eu un processus de sélection des participantes qui était très long. On a rencontré 93 personnes en pré-entretien, on en a enregistré 42. Et ensuite, on a transcrit 19, etc. Mais donc, 42 enregistrements avec des personnes adoptées, c'est 42 récits de vie, plus ou moins violents. Et donc, il y avait des personnes pour qui vraiment c'était dur, quoi. Et donc, c'est sûr que moi qui suis adoptée, je suis comme dans une empathie un peu plus élevée que, je veux dire, même si Enrico va être très touché, c'est sûr que ça ne fait pas écho à sa propre histoire. Donc moi, quand j'entends une personne adoptée qui me dit que quand elle est arrivée d'Haïti et qu'elle faisait pipi au lit parce qu'elle était traumatisée et qu'elle a commencé à être victime de violences dans sa famille d'adoption, qu'elle n'acceptait pas qu'elle fasse pipi au lit, etc. Bon, moi, c'est clair que ma journée derrière, elle est flinguée, quoi. Voilà, et c'est comme ça, en fait. Il faut arriver à passer. Et du coup, c'est aussi une des raisons pour lesquelles c'est quand même des films qui prennent du temps.
Alors, j'expliquais souvent que Ouvrir la voie, on n'a pas vraiment eu le choix. C'est-à-dire qu'on n'avait plus d'argent, vu que c'était un film autoproduit, donc on a tourné en 2014 et on a monté à l'été 2016. Donc il y a eu presque 1 an et demi entre la fin des enregistrements et le montage. Mais ça a bénéficié au film, parce que moi j'étais très fatiguée aussi. J'avais entendu 24 récits, etc. Et ça m'a permis de prendre de la distance. Et là, ça a mis un peu moins longtemps entre tournage et montage, mais quand même, il y a eu une petite pause. Et pour moi, c'est toujours important aussi de sortir de la phase où je suis très émue par les récits, et ensuite après de les reprendre vraiment en tant que cinéaste et de se dire, bon voilà, qu'est-ce qui fonctionne le mieux, quelle histoire se répond bien, etc. Et puis d'avoir justement les images. Moi je pense que toute cette dimension créative, j'ai parlé du rapport de Mathieu au dessin, effectivement se dire, ah ouais, on a ces dessins d'enfants, on a lui qui se tatoue à l'âge adulte, on a ces dessins d'adolescents, etc. Donc je pense qu'une fois qu'on est plongé dans la matière, et là, effectivement, on était très plongé dans des très gros volumes d'archives. On se détache un peu de l'émotion qu'ont suscité les témoignages. Elsa? Les 5 personnes que tu as choisies, ce qui est intéressant, c'est qu'on sent qu'elles ont la tête très reposée, qu'elles ont de la distance par rapport à leur histoire. Est-ce que c'était une volonté de ta part qu'elles soient plutôt assez lucides sur ce qui s'était passé ? Oui, bien sûr. Moi, je trouve que dans le documentaire, en fait, on devrait toujours avoir une posture éthique. Moi, souvent, ce qui m'a dérangé dans des films que j'ai pu voir tout au long de ma vie, c'est quand il y a un regard que je qualifierais soit de surplombant, soit même un peu d'un voyeur. Là, par exemple, c'est vrai que le choix du film d'archives, ça a aussi protégé nos participantes. Parce que quand même, quand les gens vous racontent des récits de vie aussi intimes, aussi difficiles parfois, moi, je trouve que filmer les visages, c'est presque obscène. Et donc, du coup, pour ces personnes-là, quand elles doivent nous confier des choses très dures, elles ne sont pas filmées, donc elles peuvent se confier, elles sont juste au micro, etc. Et de notre côté aussi, on a une responsabilité. Moi, je veux que les gens ils sortent du projet pareil ou mieux qu'ils y sont entrés. Moi, je ne suis pas là pour faire exploser les cellules familiales, pour que les gens partent en dépression, etc. Mais je pense qu'il faut faire très attention parce que quand on est dans le cinéma, on sait ce que ça veut dire un film qui sort en salle. Ça veut dire la promo, ça veut dire qu'à un moment donné, l'histoire vous échappe. Des personnes qui témoignent, et surtout quand elles témoignent justement dans un contexte qui est assez intime, comme je disais, nous on rencontre les gens dès les pré-entretiens avec Enrico, et puis on les enregistre dans un studio, mais qui est même la moitié de celui-ci. On est assis à une table, on est 3, et on est comme ça en train d'avoir une discussion. Et ça, en fait, ça finit dans un film qui après sort dans un certain nombre de salles, etc., qui va être vu par plein de gens, et vous allez peut-être vous retrouver à la machine à café le lundi avec un collègue qui va vous dire oh, « mais je savais pas que tu venais ». Et donc, nous, on a la responsabilité d'expliquer ça aux gens, d'expliquer que voilà, on peut pas, nous on va faire de notre mieux pour raconter l'histoire avec nuance, avec douceur, etc. Mais on ne peut pas contrôler la réception. Et donc ça, pour moi, c'est aussi tout un accompagnement. Et c'est aussi pour ça que nous, on organise des rencontres à la maison entre les participants potentiels ou les participantes. Donc, Ouvrir la voie, c'était 24 femmes et on avait fait des grosses soirées à la maison où elles venaient toutes. Et en fait, une histoire à soi, même s'il n'y a que 5 participantes, quand on était arrivé au groupe de 19 dont on a fait les transcriptions, on a aussi fait une soirée à la maison pour que les gens se rencontrent. Parce que moi, je trouve que c'est important, et surtout justement quand le film sort, que moi je suis en promo, je suis plus dispo, déjà qu'ils aient quand même un petit sens collectif, qu'ils puissent s'appeler entre eux et partager ce que c'est que d'avoir d'un coup sa vie dans l'espace public. Ça, je pense que c'est très important. Et tu disais en interview que c'était plus compliqué d'avoir des témoignages d'hommes, c'est ça, à cause de il y a la masculinité un peu toxique, donc empêche les hommes de plus témoigner sur ce qu'ils ont vécu. Moi, je pense qu'effectivement, il y a vraiment quelque chose en termes de... alors, la capacité du récit intime, la capacité à l'introspection, avoir confiance pour se livrer, etc. Et en fait, ça me fait penser, j'avais vu un documentaire sur BBC4 qui s'appelait « No more boys and girls, can we raise our kids gender free ?» Donc, ça veut dire plus de garçons et de filles. Est-ce qu'on peut élever nos enfants sans, libre du genre, quoi. Et en fait, c'est une expérience pendant une année scolaire dans une école où les enfants ont 7 ans. Et en fait, parmi les expériences, on demande à un moment donné, donc le sociologue, je ne sais plus, c'est un psy qui fait cette expérience, leur fait faire plein d'exercices. Et un exercice, c'est de demander aux enfants de 7 ans d'associer une émotion à un terme. Donc par exemple, on dit à un enfant, si je te dis famille, est-ce que tu peux me dire à quoi qu'est-ce que ça te fait ressentir? Et donc les petites filles, elles disent amour, joie, je sais pas moi, excitation, etc. Et on leur dit voilà, famille, Noël, on leur donne des termes comme ça. Et les petits garçons, à 7 ans, donc c'est en Angleterre, mais je suis assez sûre que si on le faisait en France, ce serait la même chose. À 7 ans, les petits garçons, n'importe quel terme, ils n'ont pas de synonyme en émotion. Le seul sur lequel ils ont un synonyme en émotion, c'est colère.
Ah ouais. Et moi, j'ai vu ce documentaire, j'étais traumatisée en fait. Je me suis dit, mais à 7 ans, on a déjà coupé les garçons de leurs émotions, quoi. Et donc, effectivement, ça pour moi, c'était. Enfin, heureusement, on l'a vu pendant qu'on faisait le recrutement d'une histoire à soi. Et donc, du coup, quand on s'est rendu compte au bout de à peu près 60 pré-entretiens qu'on n'avait que 6 gars et qu'en plus, les 6 qu'on avait rencontrés, il y en avait 5 qui étaient gays. Et donc là, c'est là que je me suis dit, il y a quelque chose. C'est-à-dire que, en fait, ceux qui sont les plus enclins à parler, c'est ceux qui sont déjà d'une certaine façon, on va dire, exclus du patriarcat de par leur orientation sexuelle. Donc là, on a fait des appels beaucoup plus larges dans les médias régionaux, etc. Et on a fini par pouvoir rencontrer plus d'hommes. Mais de toute façon, le ratio, je pense, sur 93 pré-entretiens, voilà, il doit y avoir 20 hommes. Voilà, pas plus. Dans ton documentaire, il y en a 2, je crois. 2 hommes. Et, 2 sur 5, ouais. Ah, c'est ça. Julia. Oui, je voulais demander. Non, je t'ai pris au dépourvu, désolé. En fait, j'étais à fond dans la réponse. J'étais en train de réfléchir déjà dans ma tête parce que, je trouve ça hyper intéressant. Non, est-ce que tu espères que le documentaire puisse faire évoluer le sujet en France, parce que je trouve quand même que c'est pas tabou et on n'en parle pas beaucoup, et peut-être aussi développer des associations comme par exemple La Voix des Adoptés pour permettre aux enfants ou même aux adultes de pouvoir plus libérer la parole, de pouvoir s'exprimer en fait, tout simplement. Bah, je dirais que pour moi, le film, il s'inscrit dans un mouvement qui a commencé bien avant moi, parce que par exemple, La Voix des Adoptés, ça existe depuis 2004, mais même avant, les personnes nées sous X, en fait, ont commencé à s'organiser dès les années 80. Donc, par exemple, vous avez des associations comme les X en colère, les Enfants de Cyrano, la CATCO, et c'est cette mobilisation qui ont fait changer la loi sur la naissance sous X en 2002, et qui ont fait en sorte que, par exemple, ma génération, on peut demander à ouvrir notre dossier, et on peut aussi contacter le CNAOP, qui est le Conseil national d'accès aux origines personnelles, pour demander à ce qu'ils recherchent nos parents de naissance. Donc, moi je dirais que c'est comme un double mouvement. Il y a les choses qui se passent au niveau militant, organisationnel, et donc depuis 95 pour les adoptés internationales, il y a Racine coréenne par exemple. 2004 c'est La Voix des Adoptés. Et puis aujourd'hui sur Facebook, sur Instagram, on voit aussi une multiplication des comptes ou des groupes adoptés du Rwanda, adoptés du Brésil, etc. Et moi je me dis pour les plus jeunes déjà, trouver une communauté, même quand vous êtes justement isolé, vous grandissez à la campagne, etc. C'est une richesse et ça va faire avancer ces questions-là. Je pense aussi à Yukin Lefebvre qui est photographe et qui a fait toute une série sur son retour en Chine, etc. Donc on est aussi de nombreux et nombreuses adoptés à créer, que ce soit voilà, au cinéma, dans la photo. Et je pense qu'effectivement, parce qu'on est une masse critique, parce qu'on est adulte, parce qu'on a les moyens de s'exprimer, et aussi que les barrières à l'entrée dans le débat public ont été baissées grâce à Internet. C'est sûr que moi, j'aurais jamais pu faire ouvrir la voie en pellicule. Ce qui a commencé ma carrière au cinéma, c'est parce que maintenant, on a le numérique. Et donc, du coup, on peut produire, monter un film. Le seul moment où là, effectivement, ça commence à coûter de l'argent, c'est pour la post-prod. Mais nous, on a pu faire ouvrir la voie jusqu'au montage tout seul. Et on a fait un crowdfunding pour la post-prod. Mais ça aussi, je veux dire, maintenant, on peut faire un financement participatif et on peut amener son film en salle. Donc ça, je pense que c'est dans ce mouvement global, pour moi, une histoire à soi, il s'inscrit là-dedans, dans l'idée de se dire, puisque maintenant, on a accès à la parole publique, maintenant, on est en mesure de révéler nos expériences, etc., essayons de créer une forme de synergie. Et hier, d'ailleurs, lors d'une projection, il y avait une des membres, une des cofondatrices de La Voix des Adoptés, qui expliquait que récemment encore, il y avait une consultation pour une réforme de la loi sur l'adoption, où ils invitent tout le monde, donc les associations de parents adoptés, de parents adoptants, les professionnels de l'adoption, les associations de personnes adoptées, etc. La journée avait pris du retard. Aucun groupe n'a été coupé, mais le micro a été coupé à l'association des personnes adoptées. Et donc, du coup, elle disait, voilà, on est encore dans cette difficulté au niveau des institutions. Mais je pense que nous, plus on prend de place dans l'espace public en disant que voilà, on a un certain nombre de revendications ou qu'on aimerait que la pratique soit améliorée de telle et telle façon, bah voilà, l'équilibre des pouvoirs va changer et peut-être qu'à la prochaine discussion de la réforme sur l'adoption, le micro des adoptés ne sera pas coupé avant la fin de la réunion. Voilà. Elsa. On sent ton engagement et tu as une société qui s'appelle Bras de Fer Production et Distribution. Et tu peux nous expliquer justement ce bras de fer que tu as des fois pour faire financer tes films et la difficulté que tu as pour faire passer ces messages-là avec ces films? Alors, oui, non, ça a été épique. Hein. C'est-à-dire que ouvrir la voie. Bon, moi, je pars du principe que c'est pas à moi de m'auto-censurer, même si je sais que les institutions ne sont pas là. Donc, j'ai quand même fait une demande d'aide à l'écriture au CNC pour ouvrir la voie, en me disant, il n'y a pas de raison, ils peuvent la refuser, mais moi, je vais demander. Donc, ils me l'ont refusé. Mais en tout cas, je l'avais demandé. Et donc, le problème avec le CNC, c'est que ça fonctionne en cascade. Les aides à la production, elles sont en lien avec les aides à l'écriture. Donc, si vous passez pas le cap des aides à l'écriture, ça va être compliqué d'avoir des aides par la suite.
Là, par exemple, pour ce second film, même si on est accompagné, et en plus avec plutôt des poids lourds de l'industrie, le producteur c'est Charles Gilibert, la distribution c'est les films du Losange, les ventes internationales c'est MK2. C'est des grosses boîtes. C'est des grosses maisons. On n'a quand même pas eu l'avance sur recette du CNC et on n'a quand même pas eu image de la diversité. Donc moi, voilà, je suis une réalisatrice noire, je fais un film sur l'adoption internationale où quasiment l'intégralité du casting sont des personnes racisées, etc., originaires d'autres pays. Donc si moi je suis pas image de la diversité, je ne sais pas qui est image de la diversité dans ce pays. En fait. Bon, c'est comme ça. Donc du coup, l'enjeu c'est effectivement d'avoir aussi, pareil, des rapports de pouvoir qui s'inversent avec les institutions. Moi, pendant très longtemps, on m'a dit « Ouais, mais c'est très dur pour tout le monde d'avoir accès au financement du CNC. Voilà, il ne faut pas se victimiser parce qu'on est noir, etc. etc. » Alors, ok. Sauf que, comment fonctionne le CNC ? Le CNC, il est financé principalement par la TSA, donc c'est la taxe additionnelle, je ne sais jamais ce que c'est le S. C'est 10,27% qui sont prélevés sur chaque ticket d'entrée au cinéma. Donc en France, et c'était une idée de génie au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, quand arrive le cinéma hollywoodien, dont on sait qu'il va bouffer le cinéma RSC français, on se dit au moment de la création du CNC, on va créer une taxe sur tous les tickets d'entrée, et donc le cinéma commercial, entre autres états-unien, va financer le cinéma RSC français. C'est une très bonne idée, parce qu'effectivement, parfois aussi, le cinéma RSS, c'est prendre des risques. Voilà, nous, par exemple, on fait un film d'archives où il n'y a que des archives. C'est une forme qui n'a pas été explorée comme ça jusqu'ici. Donc, ça peut être casse-gueule. Bon, voilà, on peut rater, ou les gens peuvent peut-être trouver ça un peu, un peu austère, etc. On prend des risques. C'est le principe du cinéma RSS. Et donc, du coup, se dire, on a une institution qui va, d'une certaine façon, récompenser les risques et donc proposer que, voilà, le médium du cinéma aussi puisse avancer avec des films qui vont peut-être pas faire autant d'entrées que, voilà, bienvenue chez les ch'tis, quoi. Je sais que ça, voilà, on va pas, même si ça marche bien en salle, on fera pas ce genre de nombre d'entrées. Donc l'idée de base est géniale. Le problème après, c'est la transparence. Le problème, c'est l'attribution de cet argent. Et donc aujourd'hui, comme il n'y a pas des critères très simples et transparents sur comment les gens, par exemple, rentrent dans les commissions du CNC, on est appelé un jour. Mais ça ne va pas, ça. Moi, je voudrais qu'on sache, par exemple, vous êtes une boîte de production, ça fait 5 ans que vous existez, vous pouvez postuler pour faire partie d'une commission, etc. Mais le système de cooptation, ça encourage le népotisme. Et c'est pour ça qu'à la fin, c'est des gens qui se connaissent, qui se financent leurs films entre eux, etc. Et moi, je refuse d'être solidaire d'une institution qui me discrimine. Quand Ouvrir la Voie est sorti en salle, par nos propres moyens. Donc quand on a monté notre boîte de production avec Enrico, quand on s'est rendu compte que personne ne voulait nous sortir en salle, on a changé les statuts de la boîte, on est devenu une boîte de production et de distribution, et donc on s'est appelé Bras de Fer, parce qu'on se disait que c'était une bonne image de notre relation à l'industrie du cinéma. Et donc on a sorti le film en salle. Nous, on a fait 20 000 entrées. Donc moi, j'ai eu 10,27% de ces 20 000 entrées qui ont été prélevées et qui ont servi à financer le CNC. Argent que je ne peux pas récupérer parce qu'au moment où on a créé notre boîte de production, on avait un capital social de 1 000 €. Et si vous voulez avoir l'agrément de production, déjà, il ne faut pas avoir fait un film pirate parce qu'il faut présenter les fiches de paye, etc. Donc un film qu'on a fait tous les deux sans se payer en tournant dans notre salon, ça compte pas. Et en plus, pour avoir l'agrément de production en France en tant que boîte de production, il faut 45 000 € de capital social. Mais qui a les moyens de monter une boîte avec 45 000 € de capital social? Donc voilà, nous, on a pu ensuite faire l'augmentation de capital parce qu'Ouvrir la Voie a bien marché en salle. Mais vous voyez, c'est autant de barrières qui font qu'effectivement, tout le monde ne peut pas rentrer dans l'industrie du cinéma. Et même quand moi, j'ai fait mes preuves bien au-delà de tout le monde, c'est-à-dire que je fais un film à réessai, autoproduit, autodistribué, je fais 20 000 entrées. Mais moi, je m'attendais que pour mon second film, le CNC me soutienne. Je me disais, ne serait-ce que pour un juste retour des choses. Juste déjà, rendez-moi l'argent que vous avez pris avec la PSA. Je veux dire, au moins ça, quoi. Donc du coup, pour moi, c'est ça l'enjeu. C'est qu'à un moment donné, il faut que le système change. Parce que sinon, en plus, on entend tout le temps, oui, Netflix, Amazon, ça menace le cinéma français. C'est pas vrai. Ce qui menace le cinéma français, c'est le cinéma français, en fait. Arrêtez de faire des films à réessai qui n'intéressent personne. Là, aujourd'hui, j'ai regardé les résultats du film de Suzanne Lindon. C'est pas possible. 16 printemps. 16 printemps, c'est sorti sur 108 écrans et ça fait 6500 entrées en une semaine. Enfin, je veux dire, à un moment donné, il faut se poser la question de la déconnexion du rapport au public. Moi, je trouve que c'est important de se dire, on a un cinéma à réessai, effectivement, qui n'est pas que commercial, donc c'est un espace où on peut prendre des risques. Mais à l'inverse, aujourd'hui, on est arrivé à un système vicié où c'est un système qui est déconnecté du public. Et pour moi, on ne peut pas faire des films qui ne s'adressent pas au public. Moi, j'ai le cœur brisé, même pour un documentaire. Si à la fin de l'année 2021, on n'a fait que 6000 entrées, moi, j'aurais l'impression d'avoir raté ma vie. Après, je vais m'en remettre. Mais je veux dire, moi, je fais des films pour que
le public le voit, quoi. Et donc ça, je pense que c'est vraiment des conversations, et là pour le coup même des luttes à mener vis-à-vis du CNC qui doit se réformer. Ce n'est pas possible de donner l'argent à quelqu'un parce que c'est la fille de quelqu'un. Non, c'est pas, il faut que ça s'arrête. Je veux dire, la meuf, elle a 21 ans, elle a le temps de faire des longs métrages de fiction, et il y a plein de personnes. Là, je veux dire, il y a 400 films qui sortent en ce moment. Peut-être que les 108 écrans qui ont été occupés par 16 printemps, ça aurait été sympa que la moitié ils puissent aller à des plus petits films. Moi, par exemple, je sors en 24 écrans. Voilà. Donc je dois dire que je suis un peu frustrée quand je vois ce genre de truc. Je me dis ouais, quand même quoi. C'est un peu, c'est pas correct. Ça va pas, comme on dit au Québec. Et tu fais aussi partie du collectif 50-50, c'est ça ? Tout à fait. Et comment est-ce que justement, peut-être avec le CNC ou avec d'autres institutions, vous arrivez un peu à faire bouger les choses ? Est-ce que tu as l'impression que vous y arrivez ou pas ? Alors moi, je dois avouer, j'ai encore ma cotisation parce que je pense que c'est important de faire partie des instances quand elles existent. Mais c'est vrai que moi, j'ai arrêté de m'impliquer. J'ai participé à des consultations avec le CNC pour réformer l'image de la diversité. J'ai participé à des consultations pour voir si on pouvait adapter en droit français l'Inclusion Rider aux États-Unis. Donc, je ne sais pas si vous en avez déjà parlé ici, mais l'Inclusion Rider, c'est une clause qu'on crée, donc, en tout cas, les femmes, des avocates, des cinéastes, etc., états-uniennes, pour justement faire changer les équipes techniques sur les tournages. Donc c'est une clause que les grandes stars peuvent ajouter à leur contrat, qui dit qu'elles ont le droit de se sortir du contrat si la production n'emploie pas une équipe mixte sur des critères de race, de genre, de handicap, etc. Et donc nous, on s'était dit, ce serait génial de pouvoir faire l'Inclusion Rider à la française. Et bien sûr, on n'a pas pu le faire parce qu'en droit français, on ne peut pas nommer justement les différentes catégories sans, dans ce cas-là, ce serait presque perçu comme une forme de discrimination de forcer quelqu'un à dire qu'il est noir, par exemple, pour ensuite pouvoir l'embaucher sur un tournage, etc. Donc du coup, c'est vrai qu'il y avait un côté où moi je me disais, voilà, quand on est justement membre de minorité, quand on est une femme, c'est déjà très difficile de produire ces films. C'est déjà très difficile d'aller au bout de ces projets. Et en plus, moi, sur mon temps libre, il faut que j'aille passer 4 heures à parler avec les gens du CNC et à réfléchir à des stratégies pour réformer l'image de la diversité qui, ensuite, ne m'est pas attribuée parce que, justement, j'ai un peu trop ouvert ma bouche sur les questions raciales en France. Ah, c'est pour ça, tu penses ? Entre autres raisons. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il suffit de regarder, en fait, qui a obtenu l'image de la diversité. Voilà. Moi, ce que je dis, c'est, vous voulez savoir comment fonctionnent les dispositifs d'aide en France, allez voir qui est-ce qui reçoit les financements. Et c'est très intéressant, d'ailleurs. Moi, je rêve que quelqu'un fasse une étude sociologique pour voir qui a reçu Image de la diversité depuis la création de cette subvention, en fait. Et moi, quand je blague, je dis, c'est Image de la diversité telle que vue par les Blancs. Voilà. Donc, c'est pas du tout un dispositif, par exemple, qui a permis de faire émerger des cinéastes de la diversité. Donc voilà, peut-être que c'était pas le projet. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, c'est agaçant de devoir toujours s'investir et donc aussi au détriment de sa création. Moi, j'aimerais passer plus de temps à écrire et moins à militer pour que les femmes puissent faire des films. Voilà. D'accord. Julia, oui. Non, je voulais juste une petite dernière question. Quelle est la chose la plus importante à retenir de ce documentaire ? S'il y avait une chose à retenir ? Moi, ce que je veux que les gens retiennent avec Une histoire à soi, c'est vraiment que la famille, c'est une notion fluide, que la parentalité, la filiation, ce n'est pas une question biologique, c'est une question de rencontre et de lien, et que les enfants sont des personnes. Et donc, du coup, les personnes, normalement, voilà, on leur demande leur consentement, on essaie de travailler avec elles et pas pour elles. En France, on parle beaucoup de l'intérêt supérieur de l'enfant. Voilà, il y a plein d'enfants qui sont devenus grands, qui ont été adoptés et qui ont des choses à dire sur la pratique. C'est le bon moment pour les écouter. Et pour terminer, justement, tu nous parlais un peu de cinéma de fiction. Est-ce que tu aimerais te lancer dans la fiction ? Mais tout à fait. T'as déjà des scénarios, des Oula, oui, non, alors c'est sûr qu'il y aura une comédie romantique, comme je l'ai dit. Voilà. Aussi parce que moi j'ai un peu besoin là de légèreté, de douceur et tout. Donc une comédie romantique dans laquelle il y aura de la musique, de la danse aussi. Et puis j'ai plusieurs projets. Disons que c'est un peu une planification aussi, parce que justement un certain nombre de ces projets requièrent un gros budget. Donc un autre de mes projets, c'est un road movie, mais du coup qui se passe entre plusieurs pays, de 3 sœurs. C'est pour parler de la diaspora noire, mais du coup c'est 3 sœurs d'origine haïtienne, mais il y en a une qui est au Canada, une en Haïti, une en France, et elles se retrouvent après la mort de leur mère. Et bon, là on est sur un budget de plusieurs millions, et donc du coup voilà, l'idée c'est de se dire, et puis même un jour je voudrais réaliser un film de KPDP qui se passe à la Révolution, etc. Bref, et donc du coup tout ça c'est comme des étapes. Donc je me dis que ce qui est bien,
puisque je n'ai pas fait d'école de cinéma, en commençant avec la comédie romantique, c'est que c'est un genre qui est très codifié. Donc pour une première écriture de scénario, c'est plus facile d'écrire avec un canevas. Et donc du coup, c'est aussi pour ça que je commence avec la comédie romantique, parce que je me dis, ça je pense que je peux le faire, alors que bon, effectivement, le road movie, etc., ça peut être beaucoup plus difficile. Donc voilà, je suis en train de planifier le passage à la fiction, et puis il faut être patiente et industrieuse, mais ça va venir. Bah oui, on te le souhaite. Bah merci beaucoup pour toutes ces réponses. On a hâte de voir ça. Et je rappelle donc Une histoire à soi est déjà au cinéma, donc sur 22 écrans seulement, c'est ça? 24. 24. Mais bon, ne réduis pas. Déjà c'est 24. Et puis bon, là on a de la chance, on a une sortie en 2 temps. Et donc à la rentrée, on va à nouveau être dans les salles, etc. Donc c'est plutôt chouette quand même. Et puis on est très bien accompagné. Donc le documentaire, ce qui est bien, c'est que ça repose aussi beaucoup sur les projections débat et sur la rencontre avec le public. Donc c'est heureusement, on ne dépend pas de notre semaine de sortie, on dépend de notre exploitation longue. D'accord, bah merci beaucoup. Et donc allez voir Une histoire à soi en salle. On te retrouvera, Amandine, vendredi justement pour un blind test dans lequel tu tenteras de faire remporter 2 places aux auditeurs pour Une histoire à soi. Comme ça ils pourront le découvrir grâce au film du Losange qui nous offre ces 2 places. Voilà, je rappelle donc que le film est au cinéma dès maintenant. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à toutes nos clapeuses du jour. Merci à Arthur qui réalise cet épisode. Merci aussi à Pierre-Manuel et Guillaume de Sunday Night Productions. Vous, n'hésitez pas à liker ce podcast, à le partager et aussi à vous abonner à cette chaîne YouTube Sunday Night Ciné-Série. Activez la cloche pour découvrir ces épisodes disponibles en version filmée. Et vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux avec le @clap5. Voilà, on se retrouve donc vendredi pour ce blind test au thème mystère. Et voilà, et d'ici là, eh bien, retournez au cinéma.